Maintenant, si vous êtes dans une optique d'investissement long terme, c'est très intéressant d'en profiter. Et c'est sous-estimé, c'est un peu sous-coté parce que généralement c'est présenté par les CE, c'est pas hyper sexy, y a plein d'acronymes incompréhensibles. Mais renseignez-vous sur ce que propose votre entreprise, tous les grands groupes en proposent. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'analyse de patrimoine. Aujourd'hui, on va analyser le patrimoine d'un pompier volontaire. C'est parti. Pompier volontaire, donc je vous le disais, donc il a un autre métier dans la vraie vie, on va dire. Patrimoine brut 441 000 €, donc c'est déjà conséquent. Patrimoine net 191 000 €, donc ça forcément ça veut dire qu'il y a de l'emprunt, il y a du passif. Et on le voit déjà, grosse partie d'immobilier, je dirais 70% à vue de nez. Donc certainement qu'une partie, peut-être sa résidence principale, a été financée avec du levier. Actions et fonds, très grosse partie aussi, c'est plutôt très agressif comme patrimoine, dans le bon sens du terme. Donc plutôt quelqu'un qui veut certainement aller chercher de la performance, peut-être pour être indépendant financièrement rapidement. Du livret, très peu. Tout petit peu de cash, on ne le voit même pas, compte bancaire, et un tout petit peu de fonds euros. Donc on est vraiment sur un profil plutôt offensif. Donc, homme de 29 ans, pacsé, cadre dans le domaine de l'énergie avec un salaire de 3 400 € par mois. Donc je ne sais pas si c'est brut ou net, peut-être qu'on le verra tout à l'heure. Pompier volontaire me rapportant un complément de revenu de 400 € par mois. Bravo. Je crois qu'il y a énormément de pompiers volontaires dans les pompiers. J'étais assez surpris de voir la proportion. En tout cas, c'est un sacré défi. Donc c'est bravo. Et je trouve que 400 € par mois pour prendre autant de risques, c'est pas hyper bien payé. Mais en tout cas, j'imagine que c'est vraiment une passion. Objectif, faire fructifier mon patrimoine pour vivre sereinement à partir de 40 ans en allégeant mon activité salariale. Ok. Et profiter de la vie et de ses plaisirs sans attendre la retraite. Donc ça, c'est vraiment typique, je trouve, et c'est un peu c'est un peu pour moi, c'est un peu générationnel. En fait, avant, on attendait la retraite, on se disait une fois la retraite, ça va être génial, je vais pouvoir faire le tour du monde que j'ai toujours rêvé de faire. Je pense que notre génération, et je m'inclus là-dedans volontairement, on a beaucoup plus envie de profiter rapidement parce qu'on se rend bien compte qu'il y a aussi une notion de santé. Donc à 70 ans, on est moins en forme qu'à 40 ans. Donc tu as bien raison d'anticiper maintenant pour le plus rapidement possible pouvoir lever le pied et faire plus de ce que tu veux, parce que la retraite, on arrête de travailler complètement. On peut aussi avoir une activité annexe, mais en gros, la plupart des gens arrêtent de travailler. Là, ce que tu cherches, je pense que c'est hyper intéressant parce que tu peux continuer à travailler, mais faire ce que tu aimes vraiment et avoir beaucoup plus de temps libre. Donc ça, c'est vraiment top. Tu nous as partagé un cash flow qu'on va regarder juste après. Je précise que toute prime et ou rentrée d'argent supplémentaire est divisée à 50-50 entre les loisirs et l'investissement. Ok. Donc j'imagine que c'est les primes nettes. Ensuite, investissement, épargne de précaution, 4 mois de salaire, très bien. PEG Perco, placement de l'intéressement et de diverses primes pour les défiscaliser. On va préciser ce que c'est un PEG. Un Perco, c'est intéressant. C'est hyper important comme dispositif, vous allez voir. C'est vraiment très puissant. PEA, investissement de 900 € par mois sur un ETF Monde pour atteindre le plafond 250 000 €. Je rappelle, le PEA, vous pouvez verser jusqu'à 150 000 € dessus. D'ailleurs, toi, tu peux verser plus puisque tu es pacsé. Donc, en fait, alors tu peux verser plus de base parce que tu as aussi le PEA PME, d'ailleurs, que tu listes juste en dessous. Mais on peut aller beaucoup plus haut, on regardera les plafonds tout à l'heure. Petite pause, je vois que vous êtes 60% en moyenne sur chaque vidéo à ne pas être abonné à notre chaîne. Et ça, franchement, c'est dommage parce que toutes les semaines, je sors une analyse comme celle-ci. Toutes les 2 semaines, je sors un Finary Talk dans lequel je reçois un ou une experte de la finance. SCPI, immobilier locatif, investissement en bourse, investissement dans les montres, on couvre tous les sujets. Donc abonnez-vous à la chaîne pour être les premiers informés, recevoir les notifications et voir toutes nos vidéos pour prendre vos finances en main. On retourne à la vidéo. Par contre, on me demande souvent si on peut avoir un PEA qui vaut plus de 150 000 €. Évidemment, il y a des PEA qui valent des millions, c'est simplement qu'on ne peut pas aller au-delà de la limite légale de versement. Mais le PEA, il peut s'apprécier en valeur, et je vous le souhaite à tous, et il peut valoir des millions. Assurance vie, 2 assurances vie placées sur des ETF Monde et Nasdaq avec prise de prime de versement et prise de date en vue d'une future transmission de patrimoine. Alors ça veut dire quoi la prise de date? Ça veut dire que l'assurance vie, d'ailleurs comme le PEA, comme toutes les enveloppes fiscales, en fait, il faut lancer un compteur. Et une fois qu'on lance le compte à rebours, en fait, on va débloquer un avantage généralement fiscal au bout d'un certain temps. Le PEA, c'est 5 ans. Si on ne retire pas les fonds du PEA, l'assurance vie, c'est 8 ans. Dans ton cas. Et donc là, ce que nous dit ce pompier volontaire, c'est qu'en fait, il prend date, c'est-à-dire qu'il a ouvert son assurance vie parce qu'il veut lancer son compte à rebours.
Donc c'est vrai que c'est intéressant d'ouvrir les enveloppes, même si vous ne mettez pas grand-chose, au moins vous prenez date et vous lancez votre compte à rebours à vous. Résidence principale, achat avant la remontée des taux à 0,97 sur 25 ans. On regardera les taux actuels. Mais franchement, ça n'existe plus, ça c'est de la science-fiction. Donc très très bon timing. Là je pense que tu as eu quasiment le plus bas historique. Sur 25 ans en plus, hein, c'est vraiment top. D'ailleurs on me demande souvent est-ce qu'il faut plutôt emprunter sur une très longue période, une période plus courte. On me demande aussi s'il faut rembourser un prêt de façon anticipée. J'avoue que je n'en vois pas l'intérêt, sauf certains cas un peu marginaux, parce que l'emprunt, c'est simplement la banque qui vous finance à votre place. Alors certes, vous allez la rembourser, certes, ça va coûter de l'argent, mais là, à 0,97% de taux d'intérêt, c'est très faible le coût, même si sur 25 ans, ça commence à faire des montants qui vont être conséquents, on va le voir sur Finari. Mais c'est pas de l'argent que vous avez sorti de votre poche. Vous allez pouvoir faire autre chose de votre argent et simplement rembourser ça. Si vous avez un bien locatif en plus, plus vous allongez la durée du prêt, plus vous baissez la mensualité, et donc plus vous avez de chances d'avoir un bien qui est cash flow positif et donc qui va se financer avec les loyers. Et donc là, c'est un peu la martingale, et c'est ce que tout le monde recherche. Question, comment pourrais-je compléter mon patrimoine? On va regarder ça ensemble. Du coup, commençons par ton cash flow, parce que je pense que c'est intéressant de commencer par le budget avant d'enchaîner sur le patrimoine. Donc, je rappelle que pour avoir ce magnifique diagramme, le lien est dans la description, vous pouvez tous le générer sur Finari. Pour l'instant, ce n'est pas lié à votre compte Finari, mais ça le sera bientôt. Et donc, on voit à gauche les entrées. Ton salaire, tu nous l'as dit, 3 400 € net, du coup, j'imagine. Ton salaire de pompier en plus. Donc, ça nous fait un budget, une enveloppe de revenus de 3 800 €. Du coup, qu'est-ce qui se passe 1330 € qui partent dans les investissements. C'est beaucoup. C'est beaucoup. D'ailleurs, on te dit ton taux d'épargne est de 35%. C'est énorme. On va regarder le taux d'épargne moyen des Français. Je dirais que c'est 17%, 17,4%. Mais c'est ça, en fait, la nuance, c'est que le taux d'épargne financière est de 6,1%. D'ailleurs, on va regarder leur définition à eux. Donc, c'est l'INSEE, c'est pas n'importe qui. Donc là, on voit le taux d'épargne a énormément augmenté pendant le Covid, parce que forcément, il n'y avait pas grand-chose à faire, donc tout le monde stockait de l'argent. Par contre, il y a quand même beaucoup d'argent qui dort sur des livrets, et donc on est vraiment champion du monde du livret A et d'autres livrets qui rapportent moins que l'inflation. Je vous rappelle que l'épargne financière, c'est le rapport entre la capacité de financement des ménages et le revenu disponible, brut non ajusté. Un livret qui rapporte moins que l'inflation, ce qui est le cas du livret A, ce qui n'est pas le cas de tous les livrets, le LEP notamment, qui rapporte autant que l'inflation, parce qu'il est indexé sur ça, mais tout le monde n'est pas éligible, et concrètement, il faut avoir des revenus assez modestes. C'est plutôt en tout début de carrière qu'on peut y prétendre. Après, assez rapidement, on tombe en dehors des clous. Mais en tout cas, je vous rappelle que si vous touchez moins que l'inflation sur un placement, vous perdez du pouvoir d'achat. Donc c'est quand même à manier avec parcimonie. Mais en tout cas, tu as un taux d'épargne qui est énorme, donc le double en gros des Français. Et surtout, toi, tu investis dans des actifs qui produisent de la richesse et qui battent l'inflation. J'entends souvent aussi dire que la bourse n'est pas immunisée contre l'inflation. C'est vrai, sauf que n'oubliez pas qu'une entreprise, ça peut augmenter ses prix. Si ça peut augmenter ses prix, ça veut dire que les bénéfices peuvent être ajustés sur l'inflation. Donc en fait, ça veut dire que si elle augmente ses prix pour compenser l'inflation, au pire, ça fera un effet nul. Mais ce qui se passe plutôt en ce moment, c'est que les entreprises abusent de la hype de l'inflation pour faire un peu de stock, un peu de gras, et donc augmenter les prix largement plus que les 6-7% d'inflation qu'on a. Alors l'inflation, elle dépend des secteurs, de plein de choses. C'est en moyenne 6%, mais en fait, il y a certaines choses qui ont beaucoup plus augmenté que d'autres. Mais donc, l'entreprise a la capacité d'augmenter les prix, et donc ça va aussi se retrouver dans le prix de l'action, puisque le prix de l'action est directement lié à la capacité de l'entreprise à générer du bénéfice, du cash flow d'abord, mais surtout du bénéfice. Le reste divers, alors ça on ne sait pas ce que c'est, on regardera peut-être dans ton patrimoine. Épargne de sécurité, 190 €, j'imagine que c'est un petit livret A. Charge fixe, 1862 €, on n'a pas de précision. Et loisirs, 608 €. 608 €, ça nous fait 20%, un peu moins. Il y a quelque chose que j'aime bien, moi, c'est le budget 40-30-20. Et je trouve que c'est une bonne règle, c'est le 50, pardon, c'est le 50-30-20, effectivement. Mathématiquement, c'est plus juste. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en gros, 50%, c'est vos besoins. Il faut juste payer un tas de choses, des loyers, vos impôts, etc. 30%, c'est vos envies, donc c'est les loisirs ici que tu as indiqué. Donc toi, tu es à 20%, mais ici, le budget dit que tu payes jusqu'à 30%. Mais ensuite, l'épargne est à 20%. Et donc, ça fait un budget assez équilibré. Toi, tu as décidé de mettre un peu moins dans les envies, un peu plus dans l'épargne. Finalement, tu investis dans ton avenir, donc très bien.
On regarde ton patrimoine. Donc, les comptes courants, on a vu, il n'y avait pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. En tout cas, c'était une petite partie de ton patrimoine. Et tant mieux, parce que les comptes courants, ça ne sert à rien de stocker de l'argent dessus. Si vous avez beaucoup d'argent sur votre compte courant, faites-moi plaisir, mettez-le sur un livret, au moins. Au moins. Ne donnez pas l'argent, parce que la banque, elle va prêter votre argent à d'autres établissements ou à d'autres gens, et elle va gagner de l'argent avec votre argent, mais elle va rien vous rendre. Donc, au moins, allez générer un peu de rendement avec un livret A ou avec un autre livret. Donc là, on voit épargne de précaution, tu as 10 000 euros, un peu plus. Bon, généralement, on dit l'épargne de précaution, c'est bien d'avoir entre 3 et 6 mois de dépenses. Donc toi, pour rappel, tes dépenses, elles sont à 2 400 euros. Donc tu vois, tu as 4 mois. Tu pourrais monter à 6, mais après, ça dépend vraiment de ton profil. Si tu as un profil, tu as l'air d'avoir un profil qui est quand même plutôt offensif. C'est pas complètement déconnant d'être dans ces eaux-là. En tout cas, gardez ça en tête, entre 3 et 6 mois, c'est bien. Au-delà, c'est pas franchement nécessaire, surtout que vous perdez de l'argent sur les livrets. Actions et fonds, donc 127 000 euros, là, c'est vraiment conséquent. Qu'est-ce que tu as là? Donc, PEA, plan d'épargne action, je pense qu'on a bien couvert. C'est une enveloppe fiscale. Si on ouvre un PEA, on ne retire pas de fonds pendant 5 ans. On débloque un avantage fiscal qui permet de ne pas payer d'impôt sur la plus-value, on paye que la CSG CRDS. En gros, on paye 17,2% d'impôt sur la plus-value. Donc c'est vraiment un bel avantage. Et d'ailleurs, tu fais partie des Jean-Michel MSCI World. On me dit tout le temps pourquoi il faut pas, enfin combien d'ETF il faut avoir. Moi j'ai 10 ETF, j'ai un ETF Water, etc. Pourquoi pas? Mais n'oubliez pas que le MSCI World, c'est 1600 sociétés, c'est déjà hyper diversifié. Alors c'est très concentré sur les États-Unis, mais c'est juste la réalité du marché. Mais il y a déjà beaucoup de choses à l'intérieur. Alors c'est vrai qu'il y a un risque émetteur, c'est-à-dire que si Amundi faisait faillite, bah oui, il y a un risque. Mais en attendant, c'est une société énorme. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez multiplier les émetteurs, multiplier les ETF. Mais en tout cas, cet utilisateur a décidé de jouer à la simplicité. Et je trouve ça assez malin. Ensuite, plan d'épargne groupe. Alors, plan d'épargne groupe, alors PEG, PEE, c'est la même chose. C'est juste que soit c'est au niveau d'un groupe, soit c'est au niveau d'une entreprise. Et donc, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est vraiment intéressant. On va aller voir. Plan d'épargne entreprise. Donc, c'est une enveloppe fiscale qui peut être mise en place au niveau de votre entreprise et qui va vous permettre de bénéficier de pas mal d'avantages. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que votre entreprise va pouvoir vous verser un intéressement, ce qui est obligatoire, et une participation, ce qui est optionnel. Participation, en gros, c'est part des bénéfices, et l'intéressement, c'est voir comme un montant indexé sur l'objectif de la boîte. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'entreprise va pouvoir abonder votre versement. Donc vous avez décidé de verser, par exemple, 1000 dans votre PE parce que vous avez touché 1000 d'intéressement participation. Et en fait, l'entreprise va dire, nous, on va tripler ce versement, c'est le maximum. Et donc, vous allez mettre 1000, en fait, vous allez récupérer 3000 en plus. Et donc, généralement, c'est dans les titres de la société qu'on les récupère. Donc, c'est vraiment une enveloppe qui est hyper intéressante. Vous pouvez aussi retirer votre intéressement, votre participation, vous paierez des impôts dessus. C'est comme un bonus qui sera versé. Maintenant, si vous êtes dans une optique d'investissement long terme, c'est très 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 intéressant d'en profiter. Et c'est sous-estimé, c'est un peu sous-coté parce que généralement c'est présenté par les CE, c'est pas hyper sexy, y a plein d'acronymes incompréhensibles. Mais renseignez-vous sur ce que propose votre entreprise, tous les grands groupes en proposent et c'est vraiment très très avantageux. Donc là on voit que tu as un fonds dedans, généralement on n'a pas le choix. Alors on me demande aussi s'il y a des ETF dans les plans d'épargne entreprise. Non, c'est pas possible de mettre des ETF, on peut mettre des fonds indiciels. La différence entre un ETF et un fonds indiciel, c'est quoi? C'est qu'un ETF, il cote en temps réel, c'est-à-dire qu'on peut l'acheter et le vendre en temps réel. Le fonds indiciel, il cote une fois par jour. Voilà. La différence, c'est pas énorme. ETF, c'est vraiment c'est comme une action, concrètement, en termes de liberté d'échange. C'est pas le cas du fonds indiciel, mais c'est pas très grave parce que l'épargne d'entreprise, c'est du long terme. Donc ça, c'est top. Tu as un très, très gros plan. Et d'ailleurs, on voit que tu as fait 30% de plus-value dessus. Et j'imagine que chaque année, c'est ce que tu nous as dit, tu mets le maximum pour les défiscaliser. Alors pour moi, c'est pas vraiment de la défiscalisation, c'est de l'optimisation fiscale. La défiscalisation, ça devrait jamais être un objectif, ça devrait être un paramètre dans votre stratégie, mais vous ne devriez pas investir pour défiscaliser. Vous devriez investir pour avoir plus d'argent et atteindre vos objectifs. Et au passage, essayer d'optimiser fiscalement tout ça. Donc là, ce que tu fais, c'est parfait. Perco, c'est quoi? Bon, en gros, le Perco, c'est le petit copain du PE. C'est juste que le PE, il va être débloquable au bout de 5 ans et on pourra bénéficier de l'avantage fiscal, mais vous pouvez le garder. Moi, j'ai un PE encore d'un ancien job,
que j'ai depuis 10 ans, je pense. Voilà. Et je pense que je le fermerai peut-être un jour parce qu'il est très bien et les frais sont très bas dedans. Le Perco, c'est un peu différent. On peut que le débloquer à la retraite. Alors, il y a des cas de déblocage anticipé. Mais par contre, pour toi, peut-être à garder en tête, c'est que tu nous disais que tu voulais arrêter de travailler avant la retraite. Tu pourras pas forcément compter sur ce montant-là. Un des seuls cas de déblocage anticipé qui est vraiment intéressant, hors le décès, etc., ce que je te souhaite pas, ou l'invalidité, c'est l'achat de la résidence principale, mais je pense que tu en as déjà une. Donc à garder en tête, peut-être que tu veux plus contribuer sur ton PE que sur ton Perco. Là, tu as un autre plan d'épargne, donc PEG, ça c'est pareil qu'un PE. Et on voit que c'est très rentable. Hein. Là, regardez, c'est plus 101%. Donc j'imagine que ça fait un moment que tu as investi. Ça, c'est pas quelque chose qui s'est fait en 2 minutes. Hein. Je dirais qu'à vue de nez, la personne, elle a investi depuis 10 ans là, sur ça. Donc ça fait vraiment un moment qu'elle est là-dessus. À voir si les fonds sont intéressants. On en a regardé un au hasard. Alors on a regardé celui-là. Bon, il est assez petit hein, dans ton patrimoine, donc tu as raison. Typiquement, non, c'était pas celui-là qui m'intéressait. C'était celui-là, le Schroders, on va regarder. Donc là, j'ai tapé le code ISIN, qui est l'identifiant unique en gros du fonds. C'est ce qui vous permet de comparer un fonds à un autre, parce qu'en fait, ils ont tous les mêmes noms. Enfin, c'est pas évident de s'y retrouver. Hop, qu'est-ce qu'il nous dit ? Donc ça, c'est un fonds obligataire. Hein. On voit bonds. Bonds, ça veut dire obligation. Et donc, si on regarde sur 10 ans, ce fonds-là, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, le fonds, il est en bleu. Bah voilà, il est en ligne avec son indice, donc c'est plutôt pas mal. Après, c'est pas forcément incroyable les obligations, c'est vraiment un placement plutôt défensif. Donc on voit que si on part d'une base 10 000, on est arrivé à 11 000 en 10 ans. Pas hyper intéressant, mais bon, le but c'est aussi d'amortir les chocs en cas de forte baisse des marchés. Et donc un portefeuille qui est bien équilibré entre des obligations et des actions, forcément il va moins monter quand c'est un marché haussier, mais il va aussi moins baisser quand le marché est un peu en baisse. D'ailleurs, on parle beaucoup de patrimoine. Moi, c'est un sujet qui me passionne et c'est pour ça que j'ai créé Finari. Finari, c'est une app qui vous permet de suivre votre patrimoine de façon sécurisée et hyper simple. En gros, vous pouvez connecter votre PEA, votre assurance vie, votre banque. On gère plus de 20 000 établissements, donc c'est vraiment exhaustif. En plus, vous pouvez ajouter l'immobilier, la crypto, les startups. Vous avez tout au même endroit. On calcule vos performances et on vous fait des suggestions pour améliorer votre stratégie et atteindre plus vite vos objectifs. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur finari.com ou téléchargez l'appli, c'est gratuit. Donc vraiment profitez-en. On retourne à la vidéo. Assurance vie bourseau, S&P 500, MSCI World. Bon, à toi de voir si tu veux avoir les deux. A priori, tu as plutôt fait un choix S&P 500. 60% du MSCI World, un peu plus, c'est les US de toute façon. Donc en fait, avec ça, tu vas juste créer de l'overlap, comme on dit. Donc pas sûr que tu aies besoin des deux. Le Nasdaq, dans une autre assurance vie, bon, pourquoi pas, le Nasdaq, c'est vraiment axé valeurs technologiques. A priori, tu as décidé de surpondérer la tech par rapport au S&P 500 qui, lui, est beaucoup plus large et qui contient aussi des valeurs type des pétrolières, etc. Pourquoi pas. Ensuite, un peu de retraite complémentaire. D'ailleurs, le Perco a été remplacé par le PER. Donc, si demain, vous allez voir votre RH ou le CE et vous demandez si l'entreprise a un Perco, ils vont dire non, parce qu'on a un PER, c'est le nouveau dispositif qui a été mis en place il me semble que c'est en octobre 2020. On enchaîne avec l'IMO, résidence principale. Donc, tu as déjà ta résidence principale, top. Tu es en moins-value, mais bon, l'idée c'est de faire un placement très long terme. Surtout que tu as pu bénéficier, on rappelle, d'un emprunt à, je crois que tu nous as dit 0,97%, donc ça c'est top. C'est top. Et donc, tu vois, au final, on voit, il a emprunté 440 000, ça va lui coûter 496 000 sur la durée de vie de l'emprunt. Donc, en gros, ça va lui coûter 56 000 euros d'intérêt et d'assurance et de frais de dossier. Mais bon, les frais de dossier, c'est rien. Donc, franchement, c'est hyper intéressant pour payer une mensualité qui est quand même très, très réduite par rapport à maintenant. Là, aujourd'hui, les taux, ils sont à 3-4%, donc c'est vraiment plus du tout la même histoire. Qu'est-ce que tu as d'autre ? Tu as du Quorum Origine. J'ai d'ailleurs récemment reçu le PDG de Quorum, cofondateur de Quorum, qui s'appelle Frédéric Puzin, dans un Finari Talk. On va vous mettre le lien quelque part ici. Super talk dans lequel il nous donne son avis sur le marché des SCPI, qui est un marché qui est quand même en train de subir des grosses turbulences, mais c'est une façon de générer du revenu passif. Donc c'est intéressant, là on voit qu'il touche 325 € de revenus grâce à Quorum tous les mois, parce que Quorum verse un revenu mensuel. Novapierre, 41 €. Alors je suis pas sûr que ce soit mensuel, c'est plutôt trimestriel, donc nous on a juste mensualisé un revenu trimestriel. Pierre Val Santé, 41 €. Donc on voit au total, tu génères à peu près 400 € bruts par mois. Sur ça, il va falloir payer des impôts, et les impôts sur les revenus fonciers sont assez costauds. Donc, sauf si tu as investi via une assurance vie, mais je ne pense pas que ce soit le cas.
Non, mais en tout cas, tu les as financés à crédit, donc non, ça peut pas être via une assurance vie. Donc ça, c'est intéressant, le financement à crédit. Je le recommande pas trop maintenant parce que les taux sont tellement élevés qu'en fait, une SCPI qui rapporte 4, si on emprunte à 4, c'est plus très intéressant. Donc ton objectif. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le simulateur Finari, lien dans la description, vous pouvez vous amuser avec, vous pouvez jouer avec, il est vraiment cool. J'ai pris ton patrimoine boursier uniquement. Pourquoi? Parce que c'est ta résidence principale. A priori, tu vas pas la vendre demain pour ta retraite. Les SCPI, bon, ça pourrait se discuter, mais vu que c'est pas hyper liquide, on va se concentrer sur la bourse, surtout que c'est ton gros focus. Donc 100% bourse, t'investis donc 900 € tous les mois, 10 800 € par an, 100% en bourse, ce que tu nous avais dit. Nombre d'années d'épargne, bah, tu as 29 ans, tu veux partir à la retraite, tu veux commencer à t'émanciper de la vie active à 40 ans, donc il te reste 11 ans. Le rendement en bourse, je l'ai mis à 8%, donc là c'est le grand débat dans les commentaires, vous allez vous faire plaisir. Mais c'est les rendements historiques, c'est même un peu moins. C'est même un peu moins. Le MSCI World, il est à 9%. Le S&P, il est à 10% sur 100 ans. Donc sur 100 ans, ne me dites pas qu'il n'y a pas eu de crise. Il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas eu d'inflation. Tout ça a déjà existé en fait. C'est juste que là, on le revivra encore malheureusement. Mais en tout cas, le rendement est plutôt raisonnable. Taux d'imposition bourse, vu qu'a priori, tu as quand même beaucoup de place avant d'atteindre le plafond du PEA. Je crois que tu étais à combien ? T'es à 50 000, donc ouais, t'as de la place encore. Tu vois, si tu mets 10 000, en fait, il sera au bout des 11 ans, un peu moins. Donc en gros, 17%. Taux de retrait, alors ça, c'est combien tu vas vendre de ton capital chaque année. Donc 4%, c'est ce qui est considéré comme safe. Taux d'inflation à 3%. Actuellement, on est à 6, mais on va retendre vers la moyenne, plutôt à 3. Et donc ça nous emmène où? Alors en gros, tu auras combien? Tu auras un patrimoine de 343 000 € selon ce simulateur, et tu pourras te payer un revenu de 1146 € par mois. C'est quand même assez loin de ton revenu actuel qui est de 3800 €. Donc, clairement, c'est intéressant. C'est intéressant. Si on ajoute à ça les revenus des SCPI, 400 € par mois qui vont augmenter aussi un petit peu au fil des années. Bon, en gros, ça te met à 1500 €. Ouais, modulo les impôts, mais en gros, ça te met à 1500 €. C'est pas mal, ça te fait à peu près un peu moins de la moitié de ton revenu actuel. C'est peut-être ce qu'il faut en fait, c'est peut-être suffisant pour commencer à pouvoir un peu lever le pied. Mais bon, là ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit quand même à quel point ça augmente fort. Et surtout en fait, on voit que il y a énormément de plus-value qui a été générée ou qui va être générée grâce à son investissement en bourse parce qu'il prend du risque. Donc il n'y a vraiment pas de magie. Moi, je trouve que mon allocation, franchement, elle est hyper cohérente. Elle est en ligne avec tes objectifs. ETF, MSCI World, immobilier pour faire du levier. Une question que tu pourrais te poser, c'est est-ce que tu veux avoir une poche risque pour aller un peu plus loin? Peut-être mettre de la crypto, 5%. C'est à toi de voir. Franchement, c'est un choix. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ça pourrait peut-être être intéressant de faire quelque chose de diversifié en crypto, Bitcoin, Ethereum, peut-être d'autres coins, des coins sérieux quand même, pas des altcoins, je ne recommande pas. Ça pourrait être intéressant. Le reste, franchement, c'est déjà très très cohérent. Peut-être un petit peu plus d'épargne de précaution si tu as envie d'être sûr, mais ça n'a pas l'air de déranger sur ça. Et peut-être rationaliser ici tes ETF pour voir si tu peux pas encore simplifier sur ton assurance vie. Et moi, je prendrais peut-être celui qui a le moins de frais. Donc, si le S&P 500 coûte moins cher que le iShares MSCI World, peut-être prendre celui-là. Voilà. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça vous a aidé. Si vous aussi vous voulez que j'analyse votre patrimoine, le lien pour postuler est dans la description. On sélectionne des nouveaux profils chaque semaine. Je vous souhaite des très bons investissements. Soyez prudents, mais prenez vos finances en main. Et je vous dis à très vite. Salut.